Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous suivre sur Canal Ivoire. Nous sommes dans le cadre de notre interview exclusive et nous recevons pour son deuxième passage sur notre plateau Monsieur Afele Dago Paul. Il est le secrétaire national du Front populaire ivoirien chargé de la jeunesse. Il a été élu lors du congrès ordinaire du Front populaire ivoirien. C'était en novembre dernier. Bonjour Monsieur Afele. Bonjour monsieur. Alors avec vous, nous allons parler un peu, nous allons faire un tour de l'actualité qui s'anime depuis quelque temps, l'actualité politique notamment. Il s'agit de la révision de la liste électorale, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, n'est-ce pas? Oui, c'est un sujet vraiment qui fait couler beaucoup de salive, comme vous l'avez dit. Mais avant de répondre à la question, je voulais rectifier quelque chose. Avec le nouveau test, juste à la suite du congrès du 8 novembre, avec les nouveaux tests qui ont été mis en vigueur, il faut noter qu'aujourd'hui, au niveau du parti, surtout la GFPI, on parle maintenant du président. Voilà, la notion de sécurité nationale, elle est révolue. Okay. Voilà, nous parlons du président. Ça, c'est très important. Voilà. Hein? Donc le président de la JFP. Exactement. Merci. Il fallait qu'il apporte en tout cas une clarification. D'accord. Alors comme je le disais, sur la question de la révision de la liste électorale, la commission électorale indépendante n'entend pas refaire la liste électorale, la révision bien sûr cette année 2025 comme le dit la Constitution. Quelles sont vos impressions? Oui, bon, pour moi, entendre le président de la CEI dire que faire la révision de la liste électorale cette année n'est pas vraiment une obligation, c'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Mais je pense qu'avec l'évolution des choses, la position du président de la CEI a changé. Voilà, parce qu'au départ, il nous faisait croire qu'il n'était pas, en tout cas, disposé à faire la révision de la liste électorale cette année. Mais quelques mois après, nous avons constaté que cette position-là a bougé, il y a eu une amélioration. Et aujourd'hui, il est d'accord. Je pense qu'il est d'accord, oui, à ce que je vois, il est d'accord que la révision de la liste électorale se fera cette année. Mais là où nous ne nous attendons pas encore, c'est le timing. Le timing. Est-ce que ça sera fait avant les élections ou après les élections? C'est ce que nous demandons. Et c'est ce que nous exigeons. Il faudrait que la révision de la liste électorale soit faite avant l'élection présidentielle. L'enjeu de cette année, c'est l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, à 7 mois des élections, on peut faire une révision de la liste électorale et puis avoir des résultats? Oui, à 7 mois des élections, on peut faire la révision de la liste électorale. Pour respecter la loi. Donc pour être dans la légalité, il faut que la révision de la liste électorale se fasse avant l'élection présidentielle. Ce n'est pas moi qui le demande, c'est la loi. L'article 6 du code électoral nous le demande. Donc c'est une obligation que le président de la CEI a. Donc c'est lui qui doit maintenant... il a été dit que pendant la révision en novembre 2024, que les nouveaux majeurs qui avaient 17 ans, c'est-à-dire qui auraient 18 ans en 2025, devraient pouvoir s'inscrire. Donc je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème. Oui, le président de la CEI nous a fait savoir que durant la révision de la liste électorale passée, ils avaient ouvert une brèche pour pouvoir intégrer les nouveaux majeurs. Mais cela ne met pas en mal le processus qui doit avoir lieu en cette année 2025. Donc c'est un argument qui ne tient pas. C'est un argument qui ne tient pas. Nous voulons que la loi soit respectée dans ce pays. Est-ce que vous pensez que cette position de la commission électorale tend à vouloir jeter un discrédit sur le scrutin? Certains parlent même d'un scrutin opaque. Oui, cette position de la CEI peut vraiment jeter du discrédit sur le scrutin. Dans la mesure où si la liste reste en l'état, c'est-à-dire que si la RLE n'a pas lieu cette année, je pense que ça sera vraiment d'abord une violation de la loi et ça sera également une marginalisation d'une frange de la population. Parce qu'il faut noter que l'article 6 est clair. L'article dit que la révision doit se faire chaque année. Mais l'article va encore plus loin pour prendre en compte
les mutations qui ont lieu chaque année. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette année 2025, il y aura encore des mutations. Des Ivoiriens qui hier étaient, avaient des lieux de vote dans d'autres régions, aujourd'hui, avec la force des choses, peuvent vouloir changer ces lieux de vote-là. Je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre. Un Ivoirien du nom de, par exemple, Koné, qui vit à Tengrela, c'est là-bas qu'il a fait toute sa vie. Les élections passées, cet Ivoirien-là a pu voter dans cette région-là. Mais quelques mois après, depuis quelques mois, cet Ivoirien, qui était un fonctionnaire ivoirien, a été affecté dans une région du sud, par exemple à Tabou. Vous voyez la distance de Tengrela à Tabou. Donc il attend que la révision de la liste soit faite pour qu'il puisse changer de lieu de vote. Donc voici une mutation à laquelle le président de la CEI doit prendre en compte en fait. C'est une mutation à laquelle il doit prendre en compte. Donc dire que la liste électorale, la RLE doit se faire après l'élection, ce serait violer ou priver cet Ivoirien-là de son droit de faire des mutations. Donc, si c'est cet angle-là, je pense que le président de la CEI a une seule option, c'est de faire la révision de la liste électorale avant l'élection présidentielle de 2020. Et nous l'exigeons et nous allons rester sur cette position. Nous serons intransigeants sur cette position. Alors, au-delà de la révision de la liste électorale, on parle aussi de l'audit de cette même liste électorale où l'opposition demande un audit indépendant. Qu'est-ce qui justifie cette requête? Oui, l'audit doit être fait. L'audit doit être fait dans la mesure où la liste électorale que nous avons, que nous disposons aujourd'hui, n'est pas fiable, elle n'est pas crédible. C'est une liste magique. Ça veut dire quoi, elle n'est pas fiable? Oui, ça veut dire que cette liste regorge des éléments vraiment extraordinaires. L'un des vice-présidents du Front Populaire ivoirien, Apollos Dante, que je salue au passage, a fait une analyse de cette liste. Mais les éléments qu'il a mis en évidence, mais vraiment c'est extraordinaire. Donc nous, en tant que parti politique, en tant que jeunesse de parti politique, nous ne pouvons pas accepter que le président de la CEI organise une élection avec cette liste. Donc, eu égard de ces éléments qui ont été mis en évidence, aujourd'hui, nous sommes bien placés pour dire que cette liste n'est pas fiable, n'est pas crédible, et nous ne pouvons pas aller à l'élection présidentielle avec cette liste. Donc l'audit devient un impératif pour nous. Il faudrait que la liste soit vraiment nettoyée pour que les Ivoiriens puissent vraiment, véritablement élire la personnalité ou l'homme politique qu'ils souhaiteraient. Hier, il y a eu le lancement de la nouvelle plateforme CAP Côte d'Ivoire. La porte-parole, Simone Evigbagbo, disait que toutes les démarches qui ont été introduites auprès du pouvoir sont restées sans suite. Alors, sur la question de l'audit, si toujours, jusque-là, il n'y a pas de suite, si le gouvernement reste toujours muet, le FPI, vous faites quoi? Oui, il faut noter que toutes les démarches qui ont été menées sont restées sans suite. Le gouvernement joue à la sourde oreille. Mais il faut noter que avec la création de cette plateforme, que je salue, elle montre déjà que l'opposition ivoirienne fait preuve de dépassement. Et avec cette plateforme, dans l'Union, nous allons essayer de mener encore le combat. Et je pense que le gouvernement n'a pas le choix. Le gouvernement n'a pas le choix. Il y a eu un temps où le gouvernement a joué à la sourde oreille, mais ce temps-là, pour moi, il est révolu. Il est révolu et le gouvernement doit essayer, en tout cas, de comprendre l'enjeu, mais également essayer de créer les conditions pour que l'élection présidentielle qui arrive se passe dans de bonnes conditions, dans un climat apaisé. C'est le gouvernement qui est le garant de la paix. C'est le gouvernement qui doit assainir le milieu politique. Donc si le gouvernement qui doit le faire aujourd'hui joue à la sourde oreille, bon, en tant que parti d'opposition, nous allons réagir. Et ça veut dire quoi, réagir? Oui, réagir par les moyens légaux et démocratiques pour que nous puissions avoir gain de cause. Parce qu'il faut que nous ayons gain de cause. Nous n'allons pas laisser les choses en l'état. L'opposition accuse la CEI de partialité. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, quand on voit le comportement même des membres de la CEI, quand on voit les propos que tiennent le président de la CEI, quand on voit tous les agissements, mais cela confirme un peu la position de l'opposition. Qu'est-ce que vous demandez alors? Nous voulons que... Il faut casser la CEI peut-être? Oui, il faut la réformer. D'accord. Alors, nous allons toucher une question qui concerne le 4e mandat d'Alassane Ouattara. C'est vrai qu'il n'est pas à l'ordre du jour, il n'a encore rien dit, mais beaucoup de ses sorties laissent à croire que le chef d'État sortant veut briguer un 4e mandat. Est-ce que vous avez le même avis que moi? Oui, le chef de l'État est dans une démarche qui nous montre qu'il a la volonté de briguer encore un 4e mandat, chose qui serait impossible. Ça, pourquoi? Chose qui serait impossible. D'abord, le 3e mandat a été une violation de la Constitution. Nous n'avons pas accepté. Nous n'avons pas accepté. Ce n'est pas le 4e mandat. Fini par l'accepter. Non, on finit par l'accepter par la force des choses. Mais, oui, par la force des choses. Mais ce 4e mandat, nous n'avons pas l'accepté. Mais avant que nous l'acceptions de manière, qu'on appelle ça, je dirais, au sens figuré, voilà, au sens figuré du thème. D'accord. Voilà, j'ai mis ça au sens figuré du thème. Donc, avant que nous l'acceptions, vous avez vu les dégâts que ça a causé. Vous avez vu un peu les conséquences. Effectivement, c'est ce qui... Donc aujourd'hui, si le chef de l'État, veut également violer la Constitution, je pense que nous irons encore vers le même schéma. Parce que ça sera une récidive en fait. Ça sera une récidive et voir le chef de l'État, le garant de la Constitution, celui-là même qui est le premier qui doit montrer aux Ivoiriens, à tout le peuple, que les lois que nous avons prescrites doivent être respectées. Ce dernier-là, agir ainsi. Mais vraiment, les dégâts dont vous parlez, on ne peut pas seulement accuser le chef d'État. C'est vrai, le chef d'État veut briguer un autre mandat si jamais il voulait briguer un autre mandat comme en 2020. Et vous aussi, l'opposition, vous réagissez. Donc on a deux forces qui s'opposent et qui créent des dégâts. Donc est-ce que cette année encore, vous allez vous soulever pour encore voir des morts, compter des morts? J'aime le thème que vous avez, le mot qui est sorti de votre bouche. L'opposant, vous réagissez. Nous réagissons. Mais avant de réagir, il y a une action. Il y a une action. Donc, si le chef d'État n'agit pas, nous n'avons pas réagi. Donc, il faut noter que dès lors que, ou toutefois que le chef d'État va agir pour des actions ou des actes qui iront à l'encontre des principes ou bien des lois qui régissent cette nation, mais nous allons réagir. Nous allons réagir. Et cette année, nous allons réagir. Pourquoi, selon vous, Alassane Ouattara ne veut pas quitter le pouvoir? Bon, les raisons, je pense que le président lui-même, il est le mieux placé pour, en tout cas, nous révéler ses raisons. Sinon, faire 2 mandats, c'est largement suffisant. Quand il venait prendre le pouvoir en 2010, il a promis aux Ivoiriens qu'il venait faire un seul mandat. Donnez-moi 5 ans et je vais changer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ça fait maintenant 15 ans. Donc, je ne sais pas ce qui le pousse encore à se maintenir au pouvoir. Voilà, hier, c'était le lundi 10 mars 2025. On a vu à la maison du PDCRDA une force de l'opposition, 25 partis qui ont signé un protocole d'accord qu'on appelle la coalition pour l'alternance politique. Alors, quel est l'enjeu? Quel est l'objectif de cette nouvelle coalition? Parce que les plateformes politiques, on les a vues naître et disparaître en Côte d'Ivoire. L'objectif principal de cette plateforme, c'est de permettre au gouvernement de résoudre les problèmes. Parce que ça fait depuis des années, bon, des mois, que nous demandons un dialogue politique. Mais le gouvernement joue la sourde oreille. Il y a des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord avec le gouvernement. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de nous mettre ensemble pour parler d'une seule voix. Et je pense qu'avec cette plateforme, le gouvernement pourra en tout cas nous recevoir et voir dans quelle mesure nous pouvons régler les problèmes avant l'élection présidentielle. C'est de constituer une force politique. Exactement. En face une force politique en face du pouvoir du RDP. Mais il y a un acteur non des moindres qui était absent, c'était le PPACI de Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau?
si vous en savez quelque chose. Je ne saurais faire des commentaires à l'absence du PPACI à cette plateforme. Mais je sais que ce que je peux noter, c'est que le PPACI fait partie des partis de l'opposition. Et comme l'a dit la porte-parole de la plateforme, la porte est ouverte à tous les partis politiques qui désirent en tout cas intégrer la plateforme. Donc je pense que le PPACI va nous rejoindre les jours à venir. Mais nous le considérons toujours comme un parti d'opposition. Voilà. La jeunesse du Front populaire ivoirien, nous allons allègrement vers octobre 2025. Votre candidat, il est Pascal Affi N'Guessan, président du parti. Comment est-ce que vous comptez mobiliser votre jeunesse et même la jeunesse ivoirienne à pouvoir adhérer à la vision du Front populaire ivoirien? Concernant la mobilisation, il faut noter que nous avons déjà commencé. Voilà, nous avons déjà commencé au niveau d'Abidjan. Nous avons déjà commencé les rencontres dans nos bases. Et ce mois de mars, vous allez encore le constater, nous allons envahir encore le district d'Abidjan pour aller vers les bases, aller vers nos camarades pour d'abord les remobiliser. Et le candidat du Front populaire ivoirien, qui est le président Pascal Affi N'Guessan, il est déjà connu. Mais nous allons également aller vers eux pour en tout cas les faire savoir que le président Pascal Affi N'Guessan est le meilleur candidat, c'est notre cheval gagnant. Il faudrait que eux également, ils puissent toucher leurs amis, leurs familles, toutes ces personnes avec qui ils partagent leur vie, pour que au soir du 25 octobre, le candidat Pascal Affi N'Guessan soit leur choix. Quelle est la force de Pascal Affi N'Guessan aujourd'hui pour attirer véritablement l'assentiment des populations? La force du président Pascal Affi N'Guessan, c'est sa jeunesse. Sa jeunesse, nous considérons une force. Il a une jeunesse en face de lui. Hein. Laquelle? Blé Goudé, Marie Bladi, tout ça, qui sont des jeunes qui viennent. Oui. Il y a aussi un autre candidat qui s'est signalé à Dimbokro, très jeune. Oui, nous ne négligeons pas, nous ne sous-estimons pas tous ces candidats qui se présentent, qui sortent en tout cas qui sortent de la tête de l'eau. Il faut les considérer. Mais il faut noter que le président Pascal Affi N'Guessan est une figure emblématique ici en Côte d'Ivoire. Et tous ces candidats que vous avez cités ne diront pas le contraire. Donc nous sommes très bien partis et nous constituons une force pour pouvoir gagner cette élection en 2025. Alors, face à un pouvoir du RHDP qui contrôle largement l'appareil d'État et tous les médias publics, comment le FPI peut-il se faire entendre aujourd'hui? Il faut noter qu'aujourd'hui, il y a plusieurs canaux par lesquels un parti politique peut passer pour se faire entendre. La preuve, ils sont en train de passer par votre canal. Canal Ivoire. Voilà, Canal Ivoire. Donc aujourd'hui, même si le militaire d'État qui est la RTI ne fonctionne pas comme nous le souhaitons, n'est pas à la portée de tous, aujourd'hui il y a plusieurs canaux. Et il y a plusieurs médias ici en Côte d'Ivoire qui sont ouverts, qui sont disponibles pour nous accueillir. Donc nous pensons que ce problème, ce volet n'est pas vraiment... il y a la question de l'exil des jeunes vers l'Europe, à travers la Méditerranée, un chemin qui est très très dangereux, où on compte beaucoup d'Ivoiriens. Comment est-ce que le FPI entend répondre aux aspirations économiques de la jeunesse? Notez que la question de l'exil, aujourd'hui on parle de l'immigration irrégulière, mais cette question met simplement en évidence l'échec économique du RHDP. Pourquoi? Parce que, regardez, un pays dans lequel on dit que nous avons une économie très forte, nous sommes l'un des les pays les plus aisés de l'Afrique de l'Ouest, et ainsi de suite, mais c'est pendant ce pouvoir-là que la jeunesse fuit le territoire. Pendant qu'on dit que l'économie va bien, qu'on constate que la majorité des jeunes quittent ce pays. Cet événement, on n'a pas connu. Dans les années 2000, le pays était divisé en deux. Malgré la crise, mais les jeunes Ivoiriens étaient là. On ne connaissait pas cette question d'immigration clandestine. Elle existait dans d'autres pays, mais pas en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne s'adonnaient pas à ce jeu-là. Mais aujourd'hui, c'est comme un jeu. C'est devenu comme un jeu. Et ça montre que le RDP a échoué dans la politique de la jeunesse. Il n'y a pas de politique de jeunesse claire. Il n'y a pas de politique de jeunesse pour pouvoir permettre à ces jeunes... 1 milliard par jour à la jeunesse ivoirienne. Est-ce que vous avez vu les 1 milliard?
Bon, peut-être que je ne suis pas jeune, n'est-ce pas? D'accord. Ce sont des mots, ce sont des paroles qui ont été lancées en l'air, sinon je ne... Ah ben, moi, j'ai voulu vous poser la question parce que vous faites partie de la jeunesse. Oui, je fais partie de la jeunesse, mais moi, en tout cas, je n'ai pas vu les 1 milliard. Donc je ne saurais en tout cas en dire plus en fait. Ok. Les élections en Côte d'Ivoire sont aussi marquées par ce qu'on pourrait appeler l'instrumentalisation de la jeunesse. On a vu en 2020 la tête d'un jeune qui a servi à un match de football, coupé par un autre jeune. Est-ce que vous avez un mot face à l'instrumentalisation pour amener la jeunesse à éviter de se faire instrumentaliser par ces politiciens véreux, si on peut le dire ainsi? Oui, ce que je peux dire, c'est de sensibiliser toute la jeunesse ivoirienne. Il faut noter que ces agissements ne doivent pas vraiment être la pratique de la jeunesse. Les jeunes ne doivent pas s'investir dans cette manière d'être, cette manière de vivre. Mais il faut, ce qu'on doit retenir également, ce qu'on doit retenir, c'est que ce comportement a des sources. Il y a des causes qui entraînent cette manière d'agir. En Afrique et principalement en Côte d'Ivoire, c'est le respect, le non-respect de nos lois. C'est le non-respect de nos lois qui pousse, qui entraîne tous ces agissements, tous ces désordres que nous constatons. Ce que nous avons vécu en 2020, aucun jeune ne l'a souhaité. Même le jeune qui est mort ne l'a pas souhaité. Selon les informations que nous avons, il ne faisait même pas partie même il n'était pas membre d'un parti politique. Vous voyez? Donc, il ne l'a pas souhaité. Mais nous pouvons dire que ce sont nos leaders politiques, ceux qui sont au pouvoir, qui créent ces conditions-là, ceux qui créent le lit de la violence à travers les agissements, à travers la violation des lois que nous nous sommes donnés. Nous sommes assis de manière libre pour mettre en place des lois qui doivent régir notre système. Mais ces lois-là, nous sommes les premiers à les respecter. Que les dirigeants sont les premiers à les respecter. C'est eux qui doivent donner l'exemple. Mais c'est ceux-là même qui dirigent, qui n'arrivent pas à les respecter. Comment ceux qui sont pas au pouvoir vont vouloir en tout cas respecter ces lois-là. Donc c'est le non-respect, ce qui veut dire simplement, c'est le non-respect de la loi qui crée le désordre. Donc en 2025, nous ne voulons pas que ce scénario-là se reproduise encore. C'est pourquoi nous interpellons le pouvoir, nous interpellons le président de la République à mettre en place les dispositions qu'il faut, à travers le respect du code électoral, à travers le respect de la Constitution. Il faut que ces lois-là soient respectées pour que nous ne rentrons pas encore dans le schéma de la désolation que nous avons connu en 2020. Nous ne voulons pas revivre ces films. Donc il faudrait que la loi soit respectée. D'accord, mais aussi vous, la jeunesse, vous n'êtes pas... vous n'avez pas les mains blanches dans cette affaire. Vous vous laissez aussi instrumentaliser. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de la jeunesse ivoirienne pour ne pas se faire instrumentaliser? C'est ça le problème. Quand les gens appellent et que personne ne répond, mais je pense qu'ils vont arrêter. Au Gabon, on a vu le président sortant appeler, mais personne n'a répondu. Si personne ne répond, peut-être que ça peut aller. Alors vous les jeunes, est-ce que vous avez un message à l'endroit de vos pères? Oui, il y a un message, c'est le message de paix. Message de paix à toute la jeunesse. Il faudrait que le comportement, dans notre manière d'agir, il faudrait que les actions de paix là, puissent vraiment être mises en évidence. Il faudrait que chaque jeune dans son parti politique puisse savoir que nous les jeunes, l'avenir nous appartient. Voilà, l'avenir nous appartient, donc nous devons avoir un comportement citoyen qui nous permettra en tout cas de rester loin de ces agissements qui n'honorent pas la jeunesse ivoirienne. Voilà, c'est ce que je peux dire. Voilà. Ok. Alors nous allons arriver sur notre dernier point qui concerne les quiz. Nous sommes avec... Voilà, amis internautes, nous sommes avec M. Paul Dago Afele. Avec lui, nous allons parler de certaines personnalités politiques, nous allons dire les noms, et puis il nous dira ce qu'il pense d'eux. Monsieur le président de la jeunesse du Front populaire ivoirien,
Quand je dis Koulibaly Kubier, ça vous dit quoi? Koulibaly Kubier, oui, c'est le président de la CEI. C'est une personnalité de ce pays, c'est un grand juriste. Mais ce que je veux dire, le concernant, il faudrait que la bonne image que nous avons de lui, parce que nous avons une très belle image de lui, il faudrait qu'il puisse sauvegarder cette belle image en respectant la loi, en appliquant le code électoral, en faisant tout pour que la RLE ait lieu avant l'élection présidentielle. C'est tout ce qu'on lui demande. Ok, deuxième, Charles Blé Goudé, président du COJEP. Oui, Charles Blé Goudé, le président du COJEP, il fait partie des personnalités importantes de ce pays. C'est un jeune qui a eu vraiment un parcours, qui a une histoire avec la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Charles Blé Goudé a eu une histoire avec la Côte d'Ivoire. Et en tant que jeune, nous sommes dans cette dynamique de lutte. Parce qu'il a lutté. Et au moment où la Côte d'Ivoire traversait des moments très difficiles, il a montré que la légalité, la loi en tout cas, devait être respectée. Et au nom de la loi, il a vraiment posé des actions aujourd'hui qui parlent en son nom. Donc, je le salue au passage. Soro Kibafori Guillaume. Soro Kibafori Guillaume, il faut noter que la première image qui me vient à la tête quand on parle de Soro, c'est la rébellion de 2002. C'est la rébellion de 2002. Et tout ce que nous traversons aujourd'hui, il en fait partie. Il a également sa responsabilité dans ce que la Côte d'Ivoire traverse aujourd'hui. Mais le temps ayant évolué, aujourd'hui il est en exil. Il fait partie des personnalités ivoiriennes. Donc tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'il puisse rentrer au pays. Voilà, donc le souhait le plus ardent, c'est qu'il rentre au pays parce que c'est un Ivoirien. Pour respecter notre constitution qui dit qu'aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Au nom de cette loi-là, on peut juste demander aux autorités de faire tout pour qu'il puisse regagner son pays. Voilà. Simone Yves Gbagbo, président du MJC. Oui, Simone Yves Gbagbo, c'est la première dame. C'est une première dame de la Côte d'Ivoire. C'est l'ex-première dame, mais l'ex-épouse également du président Laurent Gbagbo. C'est une femme vraiment qui a également une histoire avec la Côte d'Ivoire. Quand on regarde son parcours, vraiment, elle a tout donné. Elle a tout donné depuis sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Et elle est encore sur la scène politique. Donc, il ne peut que lui tirer le chapeau. Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, oui, le président du PDCI RDA. Il faut noter que pour nous, jeunes, c'est une personnalité qui n'est pas trop connue, avec qui nous n'avons pas, en tout cas, trop d'histoire. Voilà, parce que pendant notre enfance, voilà, on n'a pas connu, on attendait que voilà, il y avait un certain Tidjane Thiam qui était en Europe, voilà, qui est un petit fils de fouet, tout ça, voilà. Mais c'est après son élection à la présidente du PDCI que nous l'avons connu. Donc aujourd'hui, on sait que Tidjane Thiam, c'est le président du PDCI RDA et il fait partie également de la plateforme de l'opposition. Il en est même le coordonnateur. Il en est même le coordonnateur, voilà. Laurent Gbagbo, président du PPACI. Oui, Laurent Gbagbo, le président du PPACI. Il faut noter que c'est une personnalité de ce pays. Aujourd'hui, il fait partie des plus anciens de l'opposition, les plus anciens également des présidents de notre pays. Alors, c'est un opposant également, il est encore sur la scène politique, donc, mais il n'a pas encore retrouvé ses droits civiques et politiques. Donc le souhait, c'est je souhaite que vraiment l'État de Côte d'Ivoire puisse vraiment lui permettre de retrouver ses droits, afin qu'en tant que citoyen, il puisse vraiment faire ce qu'il a fait concernant les questions politiques. Alassane Ouattara, président du RHDP, chef de l'État. Oui, Alassane Ouattara, c'est le président de la Côte d'Ivoire, président du RHDP. C'est notre président. Voilà, c'est le président actuel. Et tout ce que je peux lui demander, c'est de ne pas écouter
ceux qui veulent qu'il brigue un quatrième mandat. Ceux qui lui demandent de briguer un quatrième mandat, qui ne l'écoutent pas. Il a fait 2 mandats. Par la force des choses, il a fait un 3e mandat. Comme le dit dans le jargon ivoirien, il a eu un goissou qui se contente de ce goissou pour laisser la place à la demi-douzaine qu'il a en son sein. Très bien, il a une demi-douzaine de présidentiables. Alors nous allons finir avec le président Pascal Affi N'Guessan. Oui, le président Pascal Affi N'Guessan, c'est mon président, c'est mon champion. Et je vous annonce que c'est le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. C'est un homme qui a une histoire avec la Côte d'Ivoire, il a un parcours très reluisant. Il a gravé tous les échelons politiques, mais député, président du conseil régional, ministre, premier ministre, il a tout. Il a tout pour diriger ce pays. Et c'est une chance pour la Côte d'Ivoire, c'est une chance pour les Ivoiriens. Alors, le message que je vais laisser à travers le nom de Pascal Affi N'Guessan, c'est que tous les Ivoiriens doivent donner la chance au président Pascal Affi N'Guessan pour qu'il puisse apporter le changement. Nous sommes dans une dynamique où aujourd'hui les Ivoiriens ne sont pas encore réconciliés. Mais le président Pascal Affi N'Guessan est le seul qui peut permettre aux Ivoiriens de connaître la vraie réconciliation. C'est un homme de paix. Je le connais, je le fréquente depuis 2014, ça fait pratiquement plus de 10 ans. Plus de 10 ans que je le fréquente. Et quand on regarde son parcours, depuis sa sortie de prison jusqu'à ce jour, mais il n'a posé des pas, des actions de paix. Il reste de la dynamique de paix. Il reste constant. Alors, il n'y a pas une autre alternative crédible que le président Pascal Affi N'Guessan pour permettre aux Ivoiriens de vivre en paix, mais également de permettre aux Ivoiriens de vivre, de bénéficier de la richesse qui regorge ce pays. Parce que nous avons un pays qui est riche. Nous avons un pays qui est une locomotive de la sous-région. Mais les Ivoiriens ne vivent pas cela, ne sentent pas cette richesse-là. Donc le président Pascal Affi N'Guessan est le candidat idéal qui permettra à chaque jeune, à chaque Ivoirien, de là où il se trouve, de bénéficier de la richesse que notre pays regorge. C'est une chance et les Ivoiriens ne doivent pas se tromper sur le choix du président Pascal Affi N'Guessan. Monsieur Paul Afele Dago, merci de vous être prêté à nos questions. Je pense qu'on va vous donner la possibilité de faire votre conclusion, votre mot de fin. Ok, merci pour l'occasion que vous m'avez donnée de m'exprimer par le biais de votre canal. Il faut noter que nous sommes dans une année électorale et en tant que parti d'opposition, nous voulons que ces élections-là se passent dans la tranquillité, dans la quiétude. Nous voulons que le climat électoral, le climat politique soit assaini. Mais pour que nous ayons un climat assaini, il faudrait que le pouvoir et l'opposition, il y ait un dialogue, il y ait des échanges, il y ait quand même des rencontres. Il faudrait que le pouvoir écoute. Il faut que le pouvoir écoute. C'est en écoutant que nous pouvons trouver le juste milieu qui permettra aux Ivoiriens d'être dans un environnement de paix. Parce que nous ne voulons pas revivre 2020. Je n'y vois pas un seul Ivoirien, qu'il soit au pouvoir ou dans l'opposition, qui souhaite le scénario de 2020. Aucun Ivoirien ne souhaite ce scénario. Alors, en tant que parti d'opposition, je lance encore un appel au parti au pouvoir. Je lance encore un appel au chef de l'État. Il est encore temps. Nous sommes à 8 mois des élections présidentielles. Nous avons encore le temps. Le temps de faire la RLE, le temps de faire l'audit de la liste électorale. Le Bénin l'a fait. Le Bénin est un cas. Le Bénin a fait l'audit de sa liste. Donc nous pouvons le faire. Ce n'est pas des problèmes de moyens. C'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Donc il faudrait que le pouvoir ait la volonté de faire l'audit de la liste électorale. Cela va nous empêcher de revivre des scénarios très noirs, des scénarios que les Ivoiriens en tout cas ne veulent plus voir. Donc c'est ce message qu'il lance à tous les Ivoiriens, mais particulièrement au parti au pouvoir, le RDP et son président de la République. Voilà, merci amis internautes de nous avoir suivis. Merci au président de la jeunesse du FPI. Nous saluons aussi le président du Front populaire ivoirien qui actuellement est hors du pays. Voilà.
C'est un plaisir pour nous de vous entretenir et restez toujours au Canal Ivoire. Ne manquez pas de liker, laissez vos avis par rapport à tout ce que vous avez entendu. Voilà, vous pouvez laisser des commentaires, des likes, mais partagez aussi cette vidéo pour permettre à toute la Côte d'Ivoire et à tout le monde entier de pouvoir suivre aussi Canal Ivoire. Pour tous ceux qui voudraient avoir aussi des temps d'antenne avec nous, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de l'écran.